Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Sorcellerie en service public. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud. À l'époque, quand j'exerçais dans mon service, on avait affecté un jeune, je dis bien très jeune cadre. Et là, dans le groupe, il y avait des vieillards. Notamment parmi ces vieillards-là, il y a un d'eux qui n'acceptait pas que ce jeune-là, à ma foi qui était le plus petit du groupe, lui donne la conduite à tenir, voire des instructions, voire que ce petit-là soit son supérieur. C'est donc ainsi que quand le cadre a vu cela, le cadre a même commencé effectivement à mener la vie dure à ce vieillard-là. Comme ça qu'il donnait des ultimatums, il menait, il le faisait avoir des services supplémentaires, des heures supplémentaires qui ne devaient pas être rémunérées, ainsi de suite, vu le mauvais comportement et vu le mécontentement qu'il affichait à l'égard de son supérieur, de son boss quoi. Voilà donc ce papa-là alors qui était vieillard là, qui ne tolérait pas, qui n'acceptait pas, qui ne dirait pas de vivre ou bien d'exercer, bien de servir sous la botte de ce jeune-là, a décidé de le nuire mystiquement. Un jour, nous étions là pendant une réunion. Après la réunion, je vois tout le monde prend congé. Quand quand le cadre décide, quand le boss décide qu'on lève la réunion, tout le monde prend congé. Et je vois là, comme je disais tantôt, je vois ce vieillard-là, ce vieillard mécontent-là, suivre à distance le jeune, pour ne pas dire le boss. Donc pour dire le boss, il le suit de l'arrière. Après, il sort un mouchoir blanc dans sa poche. Il contrôlait, donc toute la journée là, il contrôlait les va-et-vient. Moi, j'ai remarqué ça, il contrôlait les va-et-vient du boss. À un moment, le boss est sorti de l'enceinte du service et quand il est revenu, il est entré, le vieillard était derrière lui. Le vieillard sort dans le mouchoir blanc dans sa poche en question et il se met à essuyer les pas dans la poussière sur laquelle le cadre avait déposé ses pas. Donc il prend donc les traces de pas quoi, il essuie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il a nettoyé, il a fini de nettoyer, il a parlé des paroles, il a profané, donc, je sais pas, il a donné des paroles, dit des paroles incantatoires bizarres entre lui dans le mouchoir quoi. Et dès qu'il a fini de parler dans le mouchoir, il a pris ce mouchoir en question et il a mis dans sa poche. C'est comme ça que de là jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que j'apprends que ce jeune-là est affecté au fur et à mesure, mais dans quel genre de poste? Des mauvais postes, des postes où personne n'aimerait accepter partir. Donc, il a donc nuit comme ça, donc les pas qu'il prenait, c'était pour que qu'on l'envoie à un autre endroit, aux endroits où il ne veut pas, aux endroits où il sera vraiment mécontent quoi, comme ce vieux-là était mécontent. Donc, je ne sais pas pourquoi ce vieux-là agit de la sorte, je ne sais pas pourquoi il y a le complexe dans nos services publics où peut-être un cadre vient là commander plus vieux que lui et certains n'acceptent pas la chose et commencent à faire vivre au boss des situations mystiques telles que le vieillard a fait subir à notre cadre, notre jeune cadre à l'époque. Donc, néanmoins, si le conseil que peut donner à la famille d'MG, c'est que si vous êtes peut-être supérieur et plus jeune quelque part, adoptez néanmoins toujours le droit de naissance. Donc, il ne faut pas toujours venir traiter les vieillards comme si tu traitais ton enfant. Bien sûr, tu es son supérieur, tu as beaucoup fréquenté, tu as eu tes diplômes et dans le service où vous vous retrouvez,
Tu ne peux qu'être son supérieur, tu ne peux qu'être son cadre, tu ne peux qu'être le boss. Oui, assiste à soi. Et puis, il faut souvent faire table rase. Il ne faut pas souvent descendre au niveau de tes ouvriers ou bien au niveau de tes subalternes. De telle sorte que tu vas te ridiculiser en donnant de l'attention au mécontentement ou bien au geste mal fait de X ou Y. Donc, c'était un peu le conseil qu'il donnait. Et puis aussi, les vieillards de leur côté, respecter ce qui se passe. Respecter l'endroit où Dieu vous a mis. Si Dieu voulait que vous soyez le chef, le supérieur, le boss de ce petit-là, il vous aurait placé à cette place. Acceptez ce que Dieu a fait, tel que la Bible a fait. Il y avait des jeunes prophètes qui étaient des rois et ils avaient des serviteurs qui étaient vraiment des vieillards, des hommes âgés, mais ils faisaient avec. C'était comme ça et tout le monde respectait cela. Et c'est la même chose que dans nos chefferies, ici en Afrique ou bien un peu ailleurs. On respecte. Le chef est jeune, respectez sa casquette de chef, c'est tout. Le président est jeune, respectez sa casquette de jeune, c'est tout. Il est votre président, c'est lui qui vous commande, c'est lui qui vous dirige. Donc, respectons nos dirigeants, quel qu'en soit les âges et quel qu'en soit le nôtre. Et puis, famille DMG, priez toujours pour vos personnes qui ont eu la grâce devant Dieu d'être des cadres bien placés quelque part. Si bien sûr, c'est pas la volonté de Dieu qui sont là et non pas la volonté de l'occultisme, du satanisme et tout ce qui va de négatif spirituellement. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain reste animé pour les deux mondes, par ça Dieu, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul Guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Calvaire dans une maison hantée. Cette histoire se déroule dans deux villes de la région du Sud Cameroun. C'est ma propre histoire. À l'époque, dès l'aube de mon entrée dans mon corps de métier, je fus affecté dans une ville de la région du Sud où j'ai pris en location un premier appartement. J'ai séjourné là-bas pendant 2 à 3 ans. Je suis quitté et je me suis installé à nouveau avec ma petite famille dans une seconde, dont les bailleurs étaient mes beaux-pères, si je peux dire ainsi, donc c'était mes parents par alliance. Voilà donc au fil du temps, d'abord le premier jour où on entre dans cette maison, voilà ma dulcinée qui est sur le plan arrière de la maison, dont, notamment devant la porte à l'escalier. Elle crie là, le serpent, le serpent. Et quand j'accours, je viens, je vous dis même pas 5 secondes. Je lui demande, le serpent, tu as vu le serpent, à quel niveau? Le simple fait de battement des paupières là, qu'elle a fait, et pour me droiter à l'endroit où le serpent se trouvait, je vous assure, famille DMG, le serpent avait disparu. J'ai sillonné partout, tout là, le serpent avait complètement disparu. Comme je vous le dis, ça ce n'est pas des racontages qu'on dit, moi-même j'ai vécu cette histoire-là. Voilà donc au fil du temps, jeune que j'étais, je commence à avoir des maladies de vieillard, notamment le nerf sciatique, des courbatures. Je fais comme des crises d'AVC de temps en temps. Je ne comprenais pas mon corps, ça n'allait pas. J'étais tout le temps avec des malaises et consorts, je forçais même. J'ai essayé même de faire les activités physiques pour que ça essaie de passer, mais rien. Plutôt quand je fais les activités physiques, c'est comme si j'attaquais même encore la maladie sur moi. Donc la plupart du temps, j'étais couché à la maison et dans des positions bien précises pour ne pas avoir mal. Je vous assure. Et là, mon corps de métier ne comprend pas ça. Donc il faut être au travail, il faut être physiquement en forme pour être au travail. Donc il te faut des justificatifs, il te faut ceci, il te faut cela. Une fois que là tu peux marcher, tu peux te déplacer, le reste basta, on ne gère plus. Il faut venir au travail, même si tu viens te coller au travail, il faut seulement être au travail. J'ai donc vécu dans ce malheur-là pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un de ces 4, je suis en train de dormir et je vois en songe que des gens viennent me donner à manger. Je prends la nourriture qu'ils m'ont donnée, je prends une bouchée, j'envoie dans la bouche. Et cette bouchée-là part calée dans ma gorge. Elle ne veut pas entrer, mais elle veut plutôt ressortir. Je décide donc de la faire ressortir parce qu'elle ne voulait pas entrer. Vu que c'est comme si
mon esprit combattait avec cette nourriture. Il faut que cette bouchée de nourriture entre. Non, il faut qu'elle sorte. Donc cette bouchée ne voulait pas entrer. Donc cette bouchée bagarrait avec moi. C'est comme si quelqu'un voulait à tout prix. Donc c'est comme si un esprit bienveillant voulait que cette nourriture ressorte de ma gorge. J'ai donc pris mon doigt, j'ai envoyé dans la gorge. Vous savez, quand quelqu'un veut vomir, il envoie le doigt dans la gorge. J'ai donc pris mon doigt, ça c'est encore dans le rêve. J'envoie dans la gorge. Et c'est comme ça que je retire de ma gorge. Je vois quoi? Un plastique de couleur noire. Mince. Et quand je sors, je réussis à sortir le plastique de couleur noire qui était en position comme une corde déjà. Je la ressors tout doucement. Là, le rêve s'arrête. Donc, je me réveille. Il était entre 2h et 3h du matin, si j'ai bonne mémoire. Et qu'est-ce qui se passe donc maintenant avec mon corps physique? J'ai l'envie pressante de vomir. Je vais donc au bidet, aux toilettes. Je commence à vomir. Et là, je vomis en vrai. Je vomis, je ne sais même pas ce que je vomis. Parce que à la veille, en soirée, avant de me coucher, je ne crois pas avoir mangé grand-chose. Je me suis mis à vomir. Tantôt, après, c'était le liquide, ça sortait de l'eau. Je vomissais, franchement, je me déshydratais. Et me voilà qui suis en train de vomir. Ce n'est plus les vomissements. J'ai l'envie pressante de l'arrière-plan, de l'arrière-partie de mon corps, de ma partie intime, de l'arrière-plan. Donc je me mets aussi, donc je vomis, ça sort devant, ça sort derrière, ça sort devant, ça sort derrière. Je suis resté dans ça pendant, je vous dis, toute la soirée. Donc si il était 2h ou s'il était 3h, je suis resté dans ça jusqu'au lever du jour, jusqu'au lever du soleil, bien sûr. Parce que le jour s'était même levé, j'étais calé dans ça. C'est donc ainsi que dès que le jour s'est levé, j'ai envoyé ma médecine aller me chercher des produits pour couper la diarrhée et les vomissements. Elle m'a ramené, bien qu'elle m'a ramené ces produits-là, vous savez que ces produits n'agissent pas instantanément. Je suis encore resté dans ça. Mais chose curieuse, dès que le soleil s'est levé, c'est comme si le soleil était venu illuminer mon esprit et tout s'est arrêté. D'un temps record, tout s'est arrêté. Si on vous dit que j'étais celui qui croyait même qui allait mourir de la nuit à cet instant, parce que vous dites, vrai, famille DMG, je ne croyais pas, je ne savais pas que le matin allait me trouver, parce que tel que je vous dis que je vomissais et je faisais de la diarrhée, le ventre faisait aussi énormément mal. Je n'avais jamais eu mal au ventre, à l'abdomen, comme j'avais ressenti cette nuit-là. Franchement, de cette nuit à la journée, de ces jours-là, franchement, ça faisait tellement mal. Quand, à force d'y penser, j'ai même des frissons. Ça me fait tellement mal, ça m'a tellement fait mal, ce ventre-là, franchement. Bon, c'est passé le lendemain. Donc, quand le jour s'est levé, quand le soleil est venu, comme je disais tantôt, tout s'est arrêté. J'ai pris mon téléphone, j'ai essayé d'appeler ma belle-mère. Et elle m'a donc briefé, elle m'a demandé de prier que là, ça c'est un esprit bienveillant qui a eu pitié de moi et qui m'a épargné du pire. Parce que si j'avalais peut-être la bouchée de nourriture qu'on m'avait donnée, qu'est-ce qu'on aurait dit? On devait seulement savoir que c'était, j'ai consommé un poison mystique dans la nuit. Et qu'est-ce qui devait s'en suivre? Peut-être aujourd'hui, je ne serais plus là en train de vous conter la dite histoire. Voilà donc, je suis donc resté dans cette maison avec ma petite famille pendant peut-être 3 ans. Et voyant qu'il y avait trop d'anomalies, il y avait trop de trucs mystérieux dans cette maison, parce que je vous dis, famille DMG, à chaque fois que la fin du mois était proche, donc à moins 2 jours de la fin du mois, que je devais percevoir mon petit salaire, comment on va dire, le salaire des catéchistes, j'étais confronté à certaines situations dans la maison, la vanne d'eau qui va exploser là-bas, le bidet qui va afficher des dommages à réparer, la télévision qui va s'arrêter, tantôt les ampoules qui vont péter. Je vous dis qu'il y avait toujours un problème, tantôt un enfant qui va tomber malade, il y avait toujours des petits problèmes, des problèmes qui me faisaient dépenser, de telle sorte que si j'ai pris peut-être quelques miettes là, je me retrouvais peut-être avec 1 centime de miettes, que je ne pourrais même plus rien faire de bon. Et là, il y a aussi la pression du bailleur des factures et consorts. Franchement, comme il vous dit là, franchement, c'était pénible pour moi. Très pénible. C'est où j'avais donc pris la résolution de déménager. Déménager, le stage, l'heure du stage sonne et ça me trouve. Mais là, quand je commençais à parler de déménager, voilà donc un voisin qui est là depuis, qui vient donc vers moi et m'explique que la maison dont vous voyez, voilà ce qui s'est passé sur cette maison. Le papa
dont mon beau-père, mon parent par alliance, le papa bailleur de cette maison, avait un frère à l'époque qui travaillait aux brasseries du Cameroun. Et ce frère-là est mort dans un accident. Un accident bizarrement, il a eu une mort peut-être mystérieuse. Et ce papa-là donc bénéficié, comme ils étaient seulement deux, les parents ne vivaient plus. C'est là où le papa, donc mon bailleur, a bénéficié de son revenu dont les assurances de cette société-là avaient déboursé pour lui, pour compenser la perte d'un de leurs. Il a donc pris cet argent, il a construit des maisons avec. C'est où l'histoire commence. Maintenant, comme lui, ce bailleur-là a fait dans la médecine, il a commencé à recevoir des gens dans cette maison comme un petit centre de santé, quoi. Donc vous comprenez donc qu'il y avait des vieillards qui venaient avec les maladies dont je développais, l'AVC, les débuts d'AVC, de ces maladies, la cirrhose, le palu, comme je disais tantôt tout à l'heure, le nerf sciatique et consort, le mal de dos, le mal de rein, bas-ventre, douleur abdominale, donc tout. Et il arrivait que parfois des gens décédaient dans cette maison. Donc pour faire comprendre que l'esprit de ces gens qui décédaient là était toujours dans cette maison. Et ce sont ces esprits qui me faisaient subir tous les malheurs, tout le calvaire dont j'ai subi entre-temps. Je suis donc parti en stage, comme je disais tantôt, je suis revenu. Et Dieu merci, quand je reviens, on m'affecte donc dans la ville côtière où je suis. Et depuis que j'ai quitté cette maison pour la ville côtière, tous les malaises que j'avais à l'époque ont complètement disparu. Je vous assure que même quand j'étais en stage, je développais ces malaises-là. Je développais toujours ces malaises quittant de la maison où j'étais tantôt auparavant. Donc j'arrive dans la ville côtière, comme je disais tantôt, tout va bien, je n'ai plus de maladies, j'ai le vent thérapeutique de mer, j'ai tout, j'ai la joie de vivre et je suis vraiment joyeux et je remercie vraiment Dieu de m'avoir fait sortir de là. Parce que dans mes prières, souvent, je demande à Dieu de me donner tout ce qui est bon pour ma vie, ainsi qu'à mon prochain. J'exhorte donc la famille d'MG à toujours prier quand on prend une maison, à chercher même à la limite de savoir l'histoire de cette maison pour avoir vraiment le discernement à travers nos prières, pour savoir si on s'installe là ou pas. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de Crébé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain est animé pour les deux mondes, par c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, comment allez-vous? C'est vrai, ça fait vraiment longtemps. Bon, j'étais un peu occupée. Et bonne année aussi à vous, bonne année à toi et bonne année à tout le monde aussi. Bonne fête. Bon, je viens pour ma troisième histoire DMG. Bon, c'est une histoire en fait toujours de Mouila. Voilà, parce que c'est là-bas que j'ai passé un peu par mon enfance, mon temps, voilà. Avant que je ne suis beaucoup duré là-bas, à Mouila. Donc, je viens pour expliquer l'histoire de ma soeur. Toujours ma même soeur que j'ai racontée, qu'on a poursuivie, machin là. Voilà. L'histoire que je viens raconter encore une autre histoire d'elle. Voilà. C'est elle qu'on a beaucoup plus visée dans Mouila, et puis comme elle était beaucoup en bouillon, donc on attaquait beaucoup spirituellement, tout ça. Donc, je viens par rapport à son histoire à elle. Bon, chez nous, on appelle ça, en fait le kaki. On veut dire l'éclair, en fait, le tonnerre. Voilà. Je appelle ça le kaki. En fait, je ne savais pas que un kaki, bon, le tonnerre pouvait se transformer. Le tonnerre était comme, en fait, le lézard. S'il faut dire ça comme ça. C'était le lézard. Le lézard, en fait. On était à la cuisine, il pleuvait beaucoup et il y avait la pluie, vraiment la pluie, une grande pluie. Et ils sont en province, qu'il y a des grandes pluies comme ça, c'est vraiment des grandes pluies. Tu dois tout attendre un choc quelque part dans le quartier. Ou bien, il y a toujours un choc. Quand il y a les grandes pluies dans Mouila, surtout en province, précisément Mouila, comme les provinces qui ont beaucoup le vampire là. Tu dois toujours t'attendre à quelqu'un est décédé, quelqu'un est mort. Parce que là-bas, ils ont le travail, c'est lancer les tonnerres aux gens. C'est lancer les tonnerres aux gens. Si tu t'attaques au pied, à la tête, tu meurs un tour.
C'est ça. Maintenant, on était à la cuisine avec ma soeur, ma mère, moi, et puis ma grande soeur. Bon, ma mère est venue de la brousse, elle a emmené les tubercules, tout ça, tout ça. Et à Mouillan, j'avais dit de ne jamais, quand il y a la pluie, ne jamais avoir des ustensiles, soit blancs, ou bien des habits blancs, rouges, surtout le blanc et le rouge, voilà. C'était interdit, surtout quand il y avait la pluie à l'époque. Maintenant, là, on peut faire ça comme on veut, mais à l'époque, c'était interdit. Les parents nous interdisaient de porter des habits, soit des hauts rouges et des ustensiles, même blancs, machin. Et elle avait une assiette blanche entre les cuisses. Elle était en train de couper. Elle avait bien préparé. Elle était de couper l'oseille. Moi, je crois j'étais juste à côté. Donc, j'étais à la porte parce que de la cuisine à la porte, j'étais un peu à l'abri de la porte. Et les cuisines d'avant du village, c'était les taux, les bois. Donc, c'était pas vraiment protégé. Voilà. Moi, j'étais à la porte de l'escalier de la maison. Mais je voyais tout ce qui se passait. Je voyais. Donc, quand le tonnerre a frappé, ça fait coucou. En fait, ça a frappé tellement fort. Je dis que DMG, je vois quelque chose. En fait, on l'a bien vu comme l'éclair. Il est comme les lézards avec la queue, les pattes, les lézards en mode tonnerre. En mode, non, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais non, c'est vraiment le vampire, c'est quelque chose. Il dit qu'ils ont lancé l'éclair, il est descendu à la cuisine, il a projeté ma mère, il a projeté ma soeur, il a tapé ma soeur au pied. En fait, la queue a tapé les pieds et il est tombé dans le seau, il est éclaté et puis il s'est enfui. Et il a même laissé, je ne sais pas que non, le tonnerre avait des écailles en fait, avait des écailles. Il a laissé, même que les frissons, excusez-moi, il a laissé des écailles dans le seau. Ma soeur était paralysée pendant au moins 2 semaines. Le pied était enflé en l'air. Si mon père n'était pas aussi spirituel à cette époque, parce qu'il n'est plus, s'il n'était pas aussi spirituel à cette époque, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire sur son pied. Mon père a travaillé le pied, il est parti dans des choses, comme lui aussi, il était beaucoup spirituel, il a fait des choses, il y avait du monde à la maison, il y avait des cérémonies, il y avait en fait, on l'a blessé, son pied avait la masse, son pied avait la masse, le pied est devenu, comme, en fait, comme, je peux dire quoi, comme le feu, brûle ton pied, voilà. Son pied était quand même brûlé, et ça avait la masse. Tu ne peux pas, le pied avait la masse. Il fallait, pas comment ils ont fait, ils ont traité, ils ont soigné, ils ont fait des retours à l'envoyeur, ils ont machin, ils ont... En fait, ça venait directement à la tête. Mais comme Dieu est grand, Dieu est Dieu. Quand Dieu dit c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Même si l'ennemi a dit que c'est son jour, quand Dieu n'a pas permis, il n'a pas permis. Et Dieu n'avait pas permis ce jour-là. C'est pourquoi il est venu au pied. Il est venu au pied. Quand ma mère a dit, balance l'assiette. Quand elle jette l'assiette comme ça, il vient lui donner au pied et ce pied, quand il le choque. Mais comme Dieu est grand, mon père est allé de ganga, des choses, ils ont traité et puis ils ont trouvé la solution. Aujourd'hui, ça va, elle marche tranquillement. Tranquille. Mon père a trouvé une solution. Il a vraiment parlé, il a traité le pied. Bon, jusqu'aujourd'hui, ça va. C'était ma troisième histoire. Bon, la première histoire, je racontais. La deuxième, c'était une de mes belles-sœurs. Ça, c'est mon histoire. Bon. Et j'ai tellement d'histoires, mais à l'avenir, au fur et à mesure, je vais vous partager. Bon, merci. Et puis, likez, partagez. Et puis, abonnez-vous maximum. Merci encore DMG. Et bonne journée à vous. J'espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, bonsoir la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Commentez, likez et partagez. C'est l'histoire de deux copines. Je ne vais pas donner le nom du pays ni le quartier. Ce sont les deux copines qui se cherchent. Un genre, chaque nuit, ils sortent, ils partent se promener, ils se cherchent et tout. On va les donner et Joséphine et Jacqueline. Jacqueline qui vient chez Joséphine un soir pour dire que aïe, on sait un peu le soir là, on va sortir un peu un genre pour voir si on peut attraper un gros poisson, on ne sait jamais.
Jacqueline dit que moi je suis fatiguée de porter les talons tous les jours. Je suis fatiguée. Aujourd'hui là, je ne sors pas. Je reste à la maison. Joséphine dit que toi aussi. Habille-toi, on va sortir. Toi aussi. En commençant, ils ont commencé par le whisky de la maison. Genre pour être chaud. Pour être chaude au fait. Ils sont partis dans la boîte, tout. Ils étaient là en train de déguster leur vin et tout, tranquille. Et voilà un beau monsieur, bien frais. Le charisme de ça. L'odeur. Maman, que ça sent bon. Non, tu ne peux pas. Oh, envoyez 2 champagnes là-bas sur la table des filles là. Il est là seulement en train de faire coucou. Les filles disent que aïe, tu as vu le beau là. L'autre dit, et Jacqueline dit à Joséphine, tu as vu. C'est toi qui ne voulais pas sortir tout à l'heure là. Voilà. Hein? On a trouvé, on a croisé. Et tout. À un moment donné, le monsieur est venu s'asseoir à leur table. Que, bonsoir les filles, comment vous allez? On va bien et tout. Oh, mon boss veut vous voir. Le boss là, il est où? Le boss est à la maison. Oh, pourquoi le boss même n'est pas venu? Moi, et c'est le gars qui répond, je sors pour chercher le boss. Je sors pour chercher les filles à mon boss. Ok. Si ton boss paye bien. Oh, déjà pour le déplacement, je vous donne 500 000. À l'heure là. 500 000. Tu es sûr? Oh oui, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre argent avant même de monter dans la voiture. Jacqueline dit à Joséphine que, on fait comment? Joséphine dit que, allons, on part. Je sais que on n'a rien même pour boire le lait de nous, on n'a pas. Et tu dis quoi? Allons là-bas. Oh, si vous vous occupez bien de mon boss là, on va vous donner 1 million. Aïe, maman, 1 million à l'heure là. Allons. Ils sont montés dans la voiture. Qui conduit. À un moment donné, les filles demandent au gars que bon, ton boss là il habite où? Ton boss là il est où? Oh non, ne vous inquiétez pas, on va bientôt arriver. Ok, d'accord. Ils sont arrivés. Regarde la grande maison. Non, tu ne peux pas. Bien décoré, bien chic. Le genre de maison qu'on rêve souvent là. Voilà. Oh, allez-y vous doucher. Nous doucher? Ok, d'accord. Ton boss est où? Mon boss est dans la chambre. Ok, d'accord. Les filles sont parties aller se doucher. Ils sont revenus. Oh, le boss est où? Le boss est dans la chambre. Ils ont d'abord attrapé les 500 000 là pour mettre dans le sac. Donc c'est là que ils sont partis dans la chambre. Regarde la créature. Tout le bas là, jusqu'au cou. C'est le serpent. C'est la tête seulement. Qui est un être humain. Genre là, quand tu vois ça, tu dis que non. Et Jacqueline qui s'est évanouie là. Joséphine dit que maman, ça c'est quoi? Oh non, il faut que vous léchiez de la queue jusqu'à la tête pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils ouvrent les yeux. Seigneur, ça c'est quelle histoire? Regarde la créature, c'est du jamais vu. Et Jacqueline qui s'évanouit, qui s'élève, qui s'évanouit. Le monsieur a dit que il n'aime pas le bruit, il n'aime pas le bruit. Donc si vous faites du bruit là et qu'il vous fait quelque chose là, je ne suis pas dedans. Ça c'est quelle histoire? Que pleurer n'a pleuré. On va faire ça là comment? Ils ont commencé à lécher. L'autre là s'est évanoui. C'est l'autre là qui a commencé à lécher. À un moment donné. Et pour la peau est gluant.
bizarre, qui est froide. Tu ne peux pas. Ils ont vomi. Mais non. Le monsieur a dit que tout ce que vous faites là, c'est rien. Mieux vous laissez, vous ne faites pas du bruit. Vous faites ce que vous avez à faire. Après, vous allez partir chez vous tranquillement. Mais si vous ne faites pas, vous ne sortirez pas d'ici vivante. Ah! Jacqueline a commencé à lécher à un moment donné. La créature a ouvert les yeux. La peur de ça. Jacqueline a couru. Lorsqu'elle est sortie, non? Elle est sortie. Elle voit que elle est dans le cimetière. Le cimetière comment? Il y a quelle maison ici? Il demande au gardien que attends, il y a quelle maison? Que courir. Maintenant, l'autre elle est restée là-bas. Et comme elle s'est évanouie là, elle est restée là-bas. Qui va chercher? Ils savent qu'ils étaient dans la tombe de qui? Personne ne connaît. Jusqu'à présent, l'autre est porté disparu. En tout cas, c'est encore en cours. L'histoire n'est pas encore terminée. Je viens vous raconter ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Allô, bonjour DMG. Vraiment, j'ai beaucoup hésité avant d'appeler pour expliquer mon histoire. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vécu une histoire avec ma maman que je tiens à partager avec vous. Vraiment, merci DMG parce que ce que tu fais, tu permets aux gens d'évacuer des choses qu'ils ne peuvent pas dire aux gens comme ça. Et ça fait du bien. En tout cas, merci du courage. Que Dieu te donne longue vie. Bon, moi, je suis du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire chez moi, on appelle chez moi Kachula. Kachula, c'est après Boaké. Pour les Ivoiriens qui vont écouter, ils seront. J'étais avec ma maman. Ma mère, elle a fait beaucoup d'enfants. Elle n'était pas mariée. Et elle était beaucoup... franchement, elle était beaucoup rejetée dans sa famille. Parce que, vous savez, dans les familles africaines, quand tu n'as rien, et c'est toi qui fais les enfants, n'importe comment. Et quand c'est comme ça, c'est difficile pour toi. Donc, ma maman, arrivé un moment, moi, j'étais la plus grande. Il y avait moi, il y avait mon petit frère, il y avait ma petite sœur. On était avec elle, mais elle avait déjà des grands enfants qui étaient aussi dans des situations où c'était compliqué, voilà. Et elle n'a pas pu nous mettre à l'école. Donc, on était dans sa main au village, on traînait dans sa main. Et après, elle s'est dit que bon, si je laisse les enfants là comme ça dans ma main, là, dans les familles africaines, là, elle avait un oncle qui était là, qui voulait devenir tellement riche, qui était prêt à tout. Il pouvait prendre un de ses enfants, le sacrifier et puis devenir riche parce qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Donc c'est comme ça, ma maman nous a partagé à ses cousines. Elle avait des cousines qui étaient à Abidjan, la grande ville, et elles avaient les moyens. Donc elle a pris ma petite soeur, elle a donné à une. Mon petit frère, elle a envoyé chez son oncle à Bassam. Pour ceux qui connaissent Abidjan, ils vont savoir où c'est que Bassam.
Et moi, elle m'a donné à une de ses tantes. Voilà. Moi, on m'a amené à Abidjan, à Makori. Makori, c'est une commune d'Abidjan. Ma tante là, bon, je peux dire c'est ma grand-mère, puis c'est la tante de ma maman. Elle vendait la boisson de chez nous qu'on appelle le chapalo. Voilà, les Ivoiriens vont connaître chapalo. Donc, on était là. Elle avait ses 2 enfants. Et vraiment, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. J'étais maltraitée. Des fois, je mange pas. C'était difficile. Et ma maman, quand elle a fini de nous partager comme ça, après, elle-même, elle est allée se chercher d'un mariage qui n'a pas marché. Et elle est revenue à Abidjan me retrouver où j'étais. C'est-à-dire qu'elle est venue habiter là aussi. Donc, quand elle est venue habiter là, je voyais ma maman maltraitée par les enfants de ma grand-mère là. Ma grand-mère là la maltraitait aussi. C'était difficile. Et après ça, elle a eu l'appendicite. Bon, elle ne savait pas ce que c'est que l'appendicite parce que c'était une maman qui était née au village, elle était villageoise, elle ne connaissait pas. Donc, elle avait les maux de ventre, elle prenait des médicaments, elle ne savait pas ce que c'est que l'appendicite. Donc, c'est comme ça, elle avait une de ses grandes cousines qui était infirmière. Elle allait voir sa grande cousine pour lui dire, ah voilà, j'ai des maux de ventre, je ne sais pas, tout ça. Et la grande cousine lui a dit, bon, va faire des examens et tu reviens. Elle lui a donné l'argent, elle allait faire les examens, elle est revenue. Et sa cousine lui a dit, non, c'est rien de grave, on va t'enlever ça, et puis c'est pas grave. Donc, ils lui ont fait l'opération, la grande cousine, c'est elle qui a tout payé, et puis bon, ils lui ont fait l'opération. Donc, après ça, ma maman, elle était tellement reconnaissante. C'est-à-dire que quand tu lui rends un service, je ne sais pas, mais elle va se coucher même pour que tu marches sur elle. Elle était trop reconnaissante. Aujourd'hui, elle n'est plus, hein, voilà. Donc, et la grande cousine qui lui avait rendu ce service, la grande cousine avait son mari qui est tombé malade après, qui avait un cancer. Donc, et la grande cousine de ma maman, elle travaillait. Donc, il fallait quelqu'un pour rester auprès de son mari à l'hôpital. Et comme moi, ma maman, elle était guérie, elle partait rester auprès de son mari et sa cousine partait au travail. Elle s'occupait de son mari et tout, elle faisait tout. Donc, pourtant, le mari de la grande cousine, ils avaient dit qu'elle avait que 6 mois. Il n'avait que 6 mois pour vivre. En tout cas, le cancer était avancé. Il n'allait pas durer. Donc, ma maman était auprès de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il a dit un jour à sa femme, qui est la grande cousine de ma maman, que vraiment, ta soeur là, si je meurs, j'ai un terrain qui est à Niaman. À Niaman, les Ivoiriens vont connaître. J'ai un terrain qui est là-bas. Si je meurs, tu construis et tu lui donnes une maison dedans. Mais si je ne meurs pas, je vais construire et je vais lui donner une maison pour elle. Mais si jamais je meurs, tu respectes ma parole. Et sa femme a dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc après le décès du monsieur, nous on est retourné au village, derrière Bassam, chez l'oncle de ma maman. On était là-bas aussi, c'était la misère, c'était compliqué, on nous insulte, on nous traite de tout. Donc un jour on était là et la grande cousine, elle arrive. Elle dit, bon, je suis venue te chercher. Et elle disait à ma maman que bon, je suis venue te chercher parce que mon mari avait déjà dit que si jamais il meurt, de respecter sa mémoire. Et moi, je veux respecter sa mémoire. J'ai fini de construire le terrain. Je veux que tu ailles habiter là-bas. Et on était contents, on savait que maintenant, on allait avoir un toit à nous. Donc, c'est comme ça que la maman
Et moi, j'avais une fille, j'avais fait ma fille, aujourd'hui elle a 30 ans passés. Donc on s'est ramassé, on est venu à Abidjan, on est allé à Niamey, on est allé rester là-bas. Mais DMG, je te dis, voilà là, ça c'était le début d'une galère qui n'allait pas finir encore. Donc on était là, la cour était, elle venait de construire la cour, donc il fallait nettoyer, il y avait des herbes, on a souffert. Et quand elle nous a déposés comme ça, c'est-à-dire que elle nous a laissés là, on n'avait rien, il fallait manger comment? Et moi j'avais une fille, donc ma maman a essayé de dire que bon, on va essayer de vendre un peu de tchapalo ici, pour voir si ça va marcher. Donc ma maman faisait tchapalo et moi je chargeais ça sur ma tête pour aller vendre. Ça ne marchait pas. Et après j'ai commencé à vendre la banane Poyo. Je prends 500 francs. Je vais acheter banane Poyo. J'ai 200 francs bénéfice pour donner à manger à ma fille. Jusqu'à ce point, jusqu'à ma fille même a eu malnutrition. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de sang, là, ma fille n'avait pas de sang parce qu'elle ne mangeait pas bien. On avait des voisins qui étaient là quand ils préparent les nourritures. Ils avaient une nourriture là, quand ils préparent, ça peut faire 3 jours. Troisième jour, ils prennent, quand ils doivent faire nouveau, ils prennent ce qu'ils ont préparé il y a une semaine là, ils viennent nous donner. Nous, on lave, on fait bouillir et puis on mange. En tout cas, DMG. C'était difficile. C'était vraiment difficile pour ma maman et moi et ma fille. On a souffert, on a souffert. Et la maison que ma tante avait construite là, ils avaient mis trop d'espace entre le plafond, eux et les tôles. Parce que quand on construit une maison, on met un peu d'espace entre le plafond et les tôles. Et comme ils avaient mis trop d'espace. Et comme on était derrière, la maison faisait dos à une forêt. C'est-à-dire qu'il y avait la brousse derrière. Donc du coup, il y a un serpent qui s'est débrouillé pour rentrer dans le plafond. Et ce serpent-là a commencé à vivre dans le plafond. Il a vécu là pendant longtemps. Nous, on était là, ma maman et moi et ma fille. Bon, il ne nous dérangeait pas, hein, franchement. Mais des fois, on l'entendait bouger, il se déplace. Quand il se déplace, on sent qu'il y a quelque chose qui se déplace. Bon, nous, on avait nos problèmes, on ne pensait pas à ça. On ne s'occupait pas de ça. On est là, on dort, on se lève, on est dans notre galère. On cherche comment on va faire pour manger. On est là, c'était difficile, donc on ne s'occupait pas de ça. Et moi, après, je me suis cherchée, j'ai fui, je suis partie à Abidjan. Je suis allée rester chez des cousines. Là-bas, c'était compliqué aussi, c'était difficile. Bon, je me cherchais. Donc, quand je trouve un peu d'argent, je prends un peu de riz, je prends un sac de riz, j'achète le riz en kilo, je paye 1 kilo, je mets dans un sac. Quand ça devient demi-sac, je cherche 5 000 francs, je mets dessus, je vais donner à ma maman parce que ma fille était avec elle. Il fallait qu'ils vivent. Et ma maman a vécu dans cette misère-là pendant longtemps. Et un jour, ma tante l'appelle ma maman. Elle lui dit, bon, écoute, tu es dans la maison, tu es dans la grande maison, tu es dans 2 chambres, salon, et que tu vas quitter. Ma maman dit, ah, je vais quitter comment? Elle dit, bon, il y a une maison que j'ai construite à côté du WC là, et qui est collée au WC. Il y a une petite maison qui est collée au WC. Tu vas aller là-bas et tu vas laisser la 2 chambres, salon là à quelqu'un. Parce que les gens vont louer parce que j'ai besoin d'argent. Ma maman a commencé à déprimer. Elle dit, mais attends, la maison qui est collée au WC là, quand les gens vont aux toilettes, tout ce que les gens font là-bas, ça rentre dans cette chambre-là. Tout rentre dans la chambre. C'est-à-dire que les déchets, l'eau, tout rentre là-bas. Elle veut que j'aille vivre là-bas, comment? Donc ma maman même, tellement qu'elle ne voulait pas aller vivre là-bas, la nuit, elle se lève, elle va dormir chez les voisins du quartier. Parce que quand ma tante a dit ça, et ma maman a cherché quelqu'un pour mettre dans la maison.
quand elle a mis la personne dans la maison, et elle, comme elle ne pouvait pas dormir dans cette petite chambre-là, elle se promenait de coup en coup dans le quartier pour dormir chez les gens. Pour dormir chez les gens. Et les gens en avaient marre. Les gens disent, mais tout, elle est dérangée, tu nous déranges là. À chaque fois tu viens, tu dors chez nous, ça nous dérange. Donc, bon, ma maman, elle a commencé à dormir quand même dans cette chambre où quand les gens vont dans les toilettes, ceux qui habitaient dans la cour, quand ils vont aux toilettes, tout se déversait dans cette chambre. J'avais ma nièce qui était avec elle. Et ma nièce, ma fille n'était plus là-bas. J'avais une nièce parce que ma grande soeur était décédée. Elle avait laissé une fille qui était avec ma maman. Et ma fille, elle a eu une bête dans la tête. Et la bête là, il paraît que si la bête là rentrait dans son cerveau, elle allait devenir folle. Donc, du coup, ma maman déprimait. Bon, ma grande soeur a dit, bon, il faut qu'on enlève la vieille là-bas, sinon c'est pas bon. Tout le monde a commencé à parler, mais enlevez votre maman là-bas, enlevez votre maman là-bas. Donc c'est comme ça, on a enlevé notre maman là-bas, on l'envoie ailleurs. Mais je te dis, DMG, la maison dans laquelle ma maman et moi on vivait, et on sentait qu'il y avait un serpent qui vivait en haut de nous. Cette maison-là n'a pas eu la paix jusqu'à ce que ma tante vende la cour. C'est-à-dire, la première personne qui a pris la maison est décédée. Après ça, il y a un couple qui est venu prendre la maison. Monsieur, madame, monsieur est décédé. Quand le monsieur est décédé, la dame a quitté la maison. Bon, moi, j'ai fait un tour là-bas un jour, j'étais allée là-bas. Puis je suis allée rendre visite aux gens de la cour. Il y avait une locataire qui était dans la cour. Elle m'a pris de côté. Elle me dit, mais madame, je dis oui. Et je ne sais pas ce qui se passe dans cette cour, dans la maison là où vous étiez là. Mais tous ceux qui prennent cette maison, ils n'ont pas la paix. Ou bien la personne meurt, ou bien la personne n'arrive pas à payer le loyer. En tout cas, il y a trop de problèmes dans cette maison dans laquelle vous étiez là. Et là, je lui ai dit, ah, moi, je ne sais pas, hein, moi, je sais pas ce qui se passe. Donc, elle dit vraiment, c'est pas clair. Il y a un problème. Parce que nous, on a appris que vous avez trop souffert dans cette cour-là. Et quand vous êtes venu ici, c'était tellement difficile pour vous. Vous avez tellement souffert ici. Et la grande cousine de ta maman l'a enlevée ici. Elle n'a pas respecté ce que son mari lui a dit. Que franchement, ce que je vois venir là, c'est pas bon. Bon, moi, je ne me suis pas occupée de ça. Je suis partie. Après ça, ma tante n'a pas pu parce que elle a commencé à avoir la cour a commencé à se dégrader d'une manière. Et le serpent, il paraît que les gens ont retrouvé le serpent. Ils l'ont tué. Il était énorme. Et les gens ont dit, mais attends, celui-là, il vivait en haut là. Bon, l'histoire, quand moi j'analyse, je me dis que ce serpent-là, peut-être qu'il nous protégeait. Il nous protégeait parce que moi, ma maman, ma fille et moi, on a vécu là. C'est vrai que souvent, on n'avait pas à manger. C'est les gens du quartier qui venaient nous donner à manger. Mais on n'est tombé pas malade. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort entre nous. On est quitté là. Et puis bon, on nous a enlevé là d'une manière pas possible, quoi. Donc, après ça, ma tante, elle a vendu la cour. Elle s'est débarrassée de ça. Nous, on a pris notre maman parce que ma grande soeur était partie en France après. Ça allait. Elle a dit, bon, elle a pris une maison pour ma maman. Elle a dit, bon, comme je ne veux pas que ma maman meure dans la misère déjà. On a pris une maison pour notre maman. On a vécu avec elle. Elle a eu une bonne fin. On s'est bien occupé d'elle. En tout cas, elle était soignée dans les grands hôpitaux d'Abidjan. Et dans les grandes cliniques d'Abidjan, c'est là-bas que notre maman était traitée jusqu'à ce qu'elle meure et elle est partie vraiment tranquille, quoi. Elle a eu une bonne fin. En tout cas, ça s'est bien passé. L'histoire, c'est pour dire que moi, je pense que
le mari de la grande cousine de ma maman n'était pas content de ce que sa femme a fait. Parce qu'il a beaucoup aimé ma maman, il a trouvé que ma mère était très serviable. Elle était tout le temps à côté de lui. Et il a dit à sa femme, si je meurs, tu fais ça. Si je ne meurs pas, je vais faire ça. Et sa femme a commencé, elle n'a pas terminé. Et donc, le serpent qui était au-dessus de nous, moi je dis que le serpent là, c'était un truc mystique. Il était là pour nous protéger. Et quand on est parti, la cour a commencé à avoir des problèmes. Et pour finir, elle a vendu la cour. Donc, voilà mon histoire que je voulais partager avec vous. En tout cas, likez, partagez, DMG, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Tu es jeune et tu as des grandes idées et que Dieu t'aide. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV, ou bonsoir, ça dépend. C'est la première fois que je raconte une histoire ici, alors j'espère que je ne vais pas être très très longue. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui racontent parce que ça nous motive aussi à raconter ce qu'on a vécu et ça nous édifie parce que à travers certaines histoires écoutées ici, il y a certains pièges que lorsque tu vois, tu dis, ah tiens, j'ai déjà eu à écouter ça et ça c'est bizarre. Et puis bref, merci beaucoup à toutes les personnes qui viennent raconter ce que tu fais et toutes les personnes qui t'accompagnent dans ce que tu fais. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de ma famille. Bon. En fait, il y a de cela quelques années, bon, ça fait longtemps, ça fait quand même bien longtemps, ma petite sœur, un jour, elle se réveille le matin et elle dit qu'elle a mal au ventre. Pourtant, la veille, elle n'avait pas de problème. Elle se lève le matin et dit qu'elle a mal au ventre. Elle a très très mal au ventre. On s'est dit que peut-être qu'elle voulait fuir l'école parce que vous savez, c'était comme ça que c'était les prétextes qu'on prenait à l'époque pour ne pas aller à l'école. On insiste quand même, elle va à l'école. Dans quelques heures après, elle est raccompagnée par une camarade et ça n'allait pas. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'en fait, son mal de ventre est sérieux. On fait des techniques un peu traditionnelles pour essayer de calmer. Non, ça ne marche pas. On va à l'hôpital, on arrive à l'hôpital pour un départ, on ne voyait vraiment pas ce qui dérangeait. On a fait l'échographie, on a tout fait. On ne voyait rien. Vous savez, la sorcellerie de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui que dès qu'on te lance une maladie, tu vas à l'hôpital et le diagnostic, c'est ça. À l'époque, quand on te lançait une maladie, tu allais à l'hôpital et on ne voyait rien. Mais elle souffrait. On l'a gardée à l'hôpital pendant une semaine. Ils ont essayé des traitements en disant que ça va aller. Parfois, ça allait, parfois, ça n'allait pas. Mais je vous assure, son état s'est dégradé. Ça allait de mal en pire. En pratiquement 5 ou 7 jours, elle avait perdu plus de 10 kilos. Et ça allait de mal en pis. Ça a duré comme ça pendant 2 semaines. Ça a commencé à aller mieux avec les traitements à l'hôpital. On s'est dit, ah, peut-être on ne voit pas parce que peut-être sa maladie est étrangère, je ne sais pas trop. Ça a commencé à aller mieux. Elle est rentrée à la maison. Comme ça. 2 jours après, elle a rechuté. Nous sommes repartis à l'hôpital. Elle a commencé à vomir des choses bizarres. Elle a commencé à divaguer comme quelqu'un qui n'a plus la tête. Mais on dit, ah, c'est toujours le simple mal de ventre là comme ça qui a atteint ce niveau-ci. Et chose étrange, c'était que la voisine à l'époque, elle était dans des groupes de prière. Donc chaque fois, elle faisait et ça dérangeait parfois certaines personnes. Et laissez-moi vous dire que chaque fois qu'elle venait rendre visite à la petite, elle venait avec son groupe de prière. Il priait, il priait, il priait et la journée là, la petite va se lever, elle va manger, elle va rire, elle sera à l'aise, même pour 2 jours. Et après, pap, elle rechute, on ne comprend plus rien. Ça ne veut pas dire que nous, on ne priait pas. Non, on priait, mais c'est là où tu comprends qu'il y a une différence entre prier et prier.
Tu peux prier, mais ça n'a pas le même effet qu'une autre personne qui prie. Pas parce que tu pries mal, mais je me dis que peut-être au niveau de la foi, ou je sais pas, ou l'endurance, en fait, ça dépend de la relation que chacun a avec Dieu. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la foi. Il faut fortifier sa relation avec Dieu parce que c'était toujours différent quand c'est la voisine qui venait avec son groupe de prière, alors que nous, on passait le temps à prier. Mais c'était pas pareil. Et ça nous a servi de leçon après parce que après ça, on a vraiment connu Dieu. Un jour, ça a duré comme ça presque un mois. À un moment donné, l'hôpital nous a dit, vous savez, je sens que la petite, il faut rentrer avec elle parce que on ne sent pas. Vous savez, quand l'hôpital a déjà décidé que quelqu'un, quand l'hôpital a déjà vu que celle-ci, on peut rien faire, elle va mourir. Il commence à chercher des thèmes bizarres pour vous faire comprendre que, en fait, pour vous préparer psychologiquement. Alors, tu ne peux pas imaginer quand tu regardes un enfant, tu vois, elle est jeune, elle a fait quoi, tu ne comprends pas. Et à l'époque, il faut croire qu'on ne connaissait pas trop les ngangans, etc. Tout le monde, c'était Dieu. Si tu n'as rien fait à Dieu, pourquoi est-ce qu'on va te faire quelque chose? C'était un peu ça la logique même des parents. Alors, un après-midi, j'étais à l'hôpital avec ma petite. Et puis, il y a une dame qui est arrivée. Apparemment, elle avait aussi une parente à l'hôpital. Donc, en se trompant de chambre, elle est entrée dans la mienne. Dans la mienne, en fait, celle dans laquelle ma petite était. Dès qu'elle regarde la petite, elle s'écrie. Elle dit, ah, mais pourquoi toi là, on veut même te faire du mal? Tu es petite comme ça, ton étoile, il brille. Mais au lieu de, si on prenait même ton étoile, j'allais comprendre. Mais toi, on veut seulement te prendre la vie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est toujours la jalousie. Et pourtant, je vois, tes parents, ils sont gentils. Ils refusent pas quelque chose à quelqu'un. Mais pourquoi ils te veulent du mal? Mais Dieu n'a pas accepté. Sinon, tu serais déjà parti depuis. Regarde ton ventre qui gonfle là. C'est quoi? En tout cas, si je ne peux pas partir, peut-être c'est Dieu même qui a voulu que je me retrouve dans la chambre ici. C'est là, elle me demande, mais ta maman, elle est où? J'ai dit, ah, maman, elle est partie chercher un peu d'argent ou je sais pas, elle arrive. Ton papa, il est où? J'ai dit, ah, papa, il est au travail. C'est moi qui suis là. Elle me dit, ok. Moi, je vais rester avec ta petite soeur parce que j'ai des choses à faire. Elle est malade depuis, je sais. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je connais. Mais laisse-nous. Faut sortir un peu, tu nous laisses. J'ai dit, ah, je vais sortir un peu, je vous laisse comment? Une femme, je parle comme ça à moi-même. Qu'une femme que je ne connais pas vient dire des choses bizarres. Et puis elle me demande de la laisser avec ma petite soeur. Comment? J'ai dit non. J'hésite. Elle me dit, ah, il faut sortir. C'est moi qui t'ai dit, il faut sortir. Je sais ce que je vais faire. Et quand tu sors là, il faut empêcher que quelqu'un entre dans la chambre-ci. Bon, tu sais, quand tu as déjà vu des choses et puis toi, on t'a dit déjà que ça ne donne pas, tu vois, tu dis, ah, de toutes les façons, on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à gagner. Le pronostic a été prononcé. C'est comme ça, je sors. Mais je cours, puisqu'il y avait, à la cour de l'hôpital, il y avait des femmes qui faisaient des colbosses et tout. À l'époque, c'était des colbosses, tout ça. J'appelle maman, je dis, ah, il faut venir ici parce qu'il y a quelque chose là qui me dépasse. Le temps que maman arrive, je vous assure, la femme là, elle avait terminé. Donc, à peine maman est arrivée, que maman a ouvert brusquement la porte parce que maman ne comprenait pas comment. Moi, je vais laisser une étrangère avec ma soeur. La femme avait terminé, elle a dit, c'est fini. La petite, elle va guérir. Ah, maman dit, ah, c'est quoi ça? Elle dit, et qu'elle regarde maman, elle dit, ah, toi, je te reconnais. Je te reconnais. Une fois, tu te rappelles, une fois quand j'avais perdu mon mari, je marchais avec le panier des veuves au marché, parce que c'est comme ça qu'on fait dans ma tradition. Les gens avaient du mal à mettre, mais tu étais la première personne à m'avoir mis des choses. Et tu m'en as donné tellement beaucoup que j'ai dit, ah Seigneur, que Dieu te bénisse et j'espère qu'un jour je vais pouvoir t'aider. Un autre jour encore, on s'est rencontrés, en tout cas, tu m'as toujours aidé. Tu ne te souviens pas de moi? Maman dit, ah, moi je ne me souviens pas de vous. Elle dit, ok, c'est ta fille. Maman dit, oui, c'est ma fille. Elle dit, ah, les gens sont méchants.
Tu sais ce qui s'est passé avec ta fille? Maman dit quoi? Elle dit, on a donné à ta fille le plantain brûlé avec de l'huile rouge dans le rêve. Elle a mangé. C'était du poison lent. Ce poison, ça devait la sucer jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'est ça, tu vois, elle a changé comme ça parce que tous les jours, ça absorbe son énergie, son sang, ça fait tout. Et elle était déjà un peu à côté. Mais c'est parce que Dieu n'a pas vraiment accepté qu'elle est encore là. Mais maintenant, elle est guérie. Tu vas voir, d'ici demain, vous allez sortir parce que sa maladie, là, c'était pas l'hôpital. C'est là, maman se souvient que, quand l'enfant a dit qu'elle avait mal, elle a dit qu'elle a mangé vraiment le plantain brûlé avec l'huile rouge là dans le rêve. Et puis nous, on a ri que, donc si on vient te donner une nourriture de nuit, là, c'est ça qu'on va te donner jusqu'à tu vas manger. Pourtant, la petite, elle avait raison depuis le départ, mais on ne l'avait pas prise au sérieux. Parce que c'est après ça que les douleurs, le bâillonnement, les vomissements bizarres. Je vous assure, DMJ. La petite là avait vomi le jour que la maman là, la dame là que je vais remercier que c'est Dieu qui l'avait envoyée, elle avait vomi tout genre de choses bizarres, les clous, les choses jaunes, rouges, etc. Mais le lendemain, on est sorti de l'hôpital et jusqu'aujourd'hui, la petite aujourd'hui a 23 ans, elle n'est plus jamais allée à l'hôpital. Je dis 23 ans, elle peut avoir les petits bobos comme tout le monde, mais de là à être hospitalisée, que quoi que ce soit, non, plus jamais. Donc, la morale, c'est pour dire que vraiment, faites attention à ce que les enfants disent. Faites attention à vos rêves, parce que les rêves, là, c'est parfois la réalité. Et puis, soyez gentils. Aidez les gens sans rien attendre en retour. Soyez gentils. Bonne journée. J'espère que je n'ai pas été très, très longue. Soyez bénis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Chenezou a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.